On entend des choses, les questions, les objections, les éclaircissements viennent après. Vous pouvez me contacter, poser des questions, vous opposer à ce que j'ai dit, tout ce que vous voulez. Avec plaisir, je communique. Est-ce que aujourd'hui en Israël, cette influence, cette ouverture on va pas dire disciplinaire, mais est-ce que l'école de Paris ne pourrait pas apporter à l'identité israélienne quelque chose d'important? C'est une question très importante, très importante. D'abord, il y a des essais qui sont faits. Quand Shmuel Trigano a fait son alia, il a commencé à recréer les colloques des intellectuels français en Israël. De ce que j'ai pu voir, je suis pas allé à tous. De ce que j'ai pu voir, ça atteint encore beaucoup les Français. C'est ça. Donc la question, c'est comment on brise ça. Il y a toute la renaissance autour de Manitou. Ouais. Ça, oui, c'est une renaissance qui est israélienne et pas que française. D'abord, c'est très bien. D'un autre côté, ça perd quelque chose. C'est-à-dire, je suis pour que cette renaissance de Manitou, évidemment, mais ce que j'essaie de montrer, c'est un mouvement qui est plus large. Ça induit une certaine lecture de Manitou. Là aussi, je ne m'oppose pas du tout. Elle est juste de gens qui ont étudié chez lui, etc. Mais Manitou, il était multiple. Par ses étapes de vie, par ce qu'il a écrit, etc. Et notamment, Manitou, c'est quelqu'un qui peut s'asseoir dans un débat au colloque des intellectuels juifs avec Robert Mizrahi, l'entendre développer sa thèse selon laquelle la régénérescence, renouveler les identités juives, ça se fait par les mariages mixtes, puisqu'il est lui-même Mizrahi marié avec une non-juive, et il encaisse. Il n'est pas d'accord du tout. Il va dire qu'il n'est pas d'accord, il va dire son point de vue à lui. Mais pas d'anathème, pas on vous jette un truc à la figure, pas tu détestes Israël, etc. Une espèce de dialogue avec tout ce qu'à la fin, ils ne seront pas d'accord. Vous ne pensez pas que Manitou il va faire des concessions à ça et dire ah oui, c'est quoi, c'est pas une si mauvaise idée. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas mener le débat. Et ça, je pense, il me semble que dans la lecture de Manitou aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place pour ça parce que le monde qui s'intéresse à ça en Israël, c'est un monde qui est strictement religieux. S'il y avait, de ce que j'ai vu, peut-être que je me trompe, de ce que j'ai vu, pas chez les Français, mais le monde israélien qui s'intéresse à Manitou, il vient par certaines yeshivot, par certains, etc. Et du coup, il n'a pas cette problématique-là. S'il venait maintenant des gens qui ne sont pas identifiés avec le monde religieux, qui disaient je vais prendre Manitou aussi, ça pourrait créer un débat qui pourrait être très, très intéressant. Et à part ça, moi je te l'ai dit, j'ai écrit mon doctorat en hébreu, entre autres pour ça, parce qu'après peut-être ça peut faire des publications, etc. pour aller de l'avant. À Bar-Ilan, on a un forum, qu'on appelle Forum Matanel Bar-Ilan, de gens qui sont sur la recherche autour de ça. Et notre but, c'est ça, en fait, c'est d'essayer de pousser ça. Après, les gens voudront entendre ou pas. Est-ce qu'avec les nouveaux députés français à la Knesset, on en voit quelque chose? J'y crois pas trop. C'est un espace qui doit être relativement pas politique. Et je parle pas seulement maintenant d'être de droite, de gauche, de machin, etc. Je parle aussi de ce que l'action politique, elle est aussi très prenante d'abord, et en plus elle oblige, dans le ton du débat actuel, elle oblige d'être très tranchée pour sa position. Or ça, c'est contradictoire avec ça, il faut être capable de s'asseoir, d'exposer longuement, d'entendre des choses avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord, et de te laisser pénétrer d'une partie, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc je doute que l'échiquier politique soit un endroit où ça peut avoir un rôle. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'ils trouvent des espaces et des fonds pour pouvoir amener ce débat-là, mais je pense que moins des politiciens sont mêlés directement au débat, et plus il sera d'une qualité qui permet de prendre le temps, d'être profond, etc. Sans chercher à dire du mal des politiciens, ils ont un autre métier que ça. Mais c'est vrai que la société française n'est pas très, très appréciée par l'Israélien. Je veux dire que ce n'est pas une référence qui lui parle par rapport aux États-Unis. C'est vrai. D'abord, il ne faut pas ignorer le fait qu'aux États-Unis, il y a quand même un nombre de juifs qui a carrément avec celui de la France. Donc, du coup, ça fait. Et puis, la place des États-Unis, maintenant, sans parler des juifs par rapport à celui de la France, etc. Donc, tout ça, ça crée des dynamiques contre lesquelles il est difficile de lutter. Mais d'un autre côté. Le pluralisme français, il a un spécial.
Quoi ? Le pluralisme franchise, Tout à fait d'accord, c'est quasiment ce que j'allais dire. Et ça se reflète dans le fait que les États-Unis, à ma connaissance, n'ont pas d'équivalent de l'école de Paris. Ils ont des penseurs, ils ont des grands penseurs, mais qui sont pour eux-mêmes. Et une des raisons, notamment, c'est qu'aux États-Unis, on est très affilié à une communauté. On est orthodoxe, ou on est réformiste, on est machin, etc. Et du coup, ça cloisonne tout ça un peu. Alors qu'en France, il y avait une espèce de vivre ensemble qui permet l'école de Paris, et qui a été poussée par l'école de Paris, et qui crée un autre espace de discussion. Et ça, c'est un truc... En Israël, il y a une tendance qui se dessine un petit peu à changer les modèles. Ça veut dire quoi ? On avait longtemps pensé que quelqu'un devait être obligatoirement ou dati ou chiloni. C'était ça la division. Et donc, c'était deux catégories qui n'étaient pas censées parler. Alors ça, avec le temps, on commence à comprendre que c'est un peu plus complexe que ça, qu'il y a des gens qui sont contre les deux, qu'on peut être un peu ça. Et ça peut peut-être créer des espaces de dialogue. On verra. Mais c'est vrai que tu n'as pas du tout mentionné, mais l'école d'Orsay a été créée par les EI, Ouais, c'est exact. et qu'il y a cette notion de minimum commun où le dialogue, où on accepte l'autre comme il est, et qu'il y a très peu de communautés où on retrouve cette ouverture. Si, quand même, Myriam, dans les communautés en France, tu avais quelqu'un qui n'était pas chômeur Shabbat, Oui. et tu avais à l'extrême le super orthodoxe. Dans le 19e, on avait ça. Oui, absolument. Il y avait Mais les c'est- Rocard, les 7, 8e, typiquement les 9e. français. Non, mais justement, c'est très français. C'est très Très français. C'est un C'est modèle ici, français. on vous met une étiquette qui D'accord. est très difficile à porter. Tout à fait. Mais c'est notre petite mission à nous, à notre petite échelle, de faire entendre cette voix qui est autre, Ouais, qui dit ouais. il y a d'autres modèles aussi. Mhm. Excusez-moi, est-ce que Edmond Flegg a eu une influence sur l'école de Paris? Énorme. D'abord, Sur Manitou, pour commencer. sur tous. Il y a quelque chose de très très frappant. J'ai pas fait le compte du nombre de fois où ça revient, mais quand on lit les protocoles des colloques, dans les premiers, il faut compter le nombre de fois où les gens citent l'expression « nous de l'espérance ». Titre de Flegg, oui. Tout le monde cite ça, tout le monde a les yeux tournés vers ce souffle qu'a insufflé, ce mouvement qu'a insufflé Flegg. Il n'y a aucun doute. Le truc, c'est que le premier colloque, c'est en 57, je l'ai dit, c'est son organisation, c'est lui qui a envoyé les invitations aux gens, c'est lui qui l'a pensé. Il est mort en 63, je crois. Et dans les derniers, il était malade, ce qui fait qu'il n'a pas pu y participer. Donc, il se retrouve avec une participation active au colloque assez faible. Mais c'est son esprit qui souffle là-dessus, sans aucun doute. La première conférence du premier colloque, c'est lui qui l'a fait. Il faut la lire, elle est émouvante aussi dans sa profondeur et dans sa richesse. L'influence de Flegg, elle est indéniable. Ouais, je me rappelle, j'étais à l'école Yavnir très très peu de temps, en 1963, et Manitou me donnait des cours de philosophie. Tout d'un coup, il a dit bon, je ne peux pas rester aujourd'hui, je dois aller au funérailles d'Edmond Flegg. Ça m'a vraiment frappé. Alors, je suppose qu'il a eu beaucoup d'influence. Merci Madame beaucoup Flegg aussi, je suppose. pour cet éclairage. C'est plus compliqué, mais oui. Comment? C'est plus compliqué, mais oui. Oui, parce qu'il est plus ancien, mais oui, tout à fait, il a une présence. Merci beaucoup. Finalement aussi, si la voix française ne se fait pas entendre, c'est parce que c'est pas de voix française. Contrairement aux États-Unis ou aux Russes ou à toutes sortes de gens qui ont fait leur alia et qui ont su faire parler d'eux et qui ont une façon aussi d'expliquer qui ils sont, j'ai l'impression que jusqu'à présent, ça peut être un phénomène nouveau, mais chacun reste dans son coin et l'esprit français qui est absolument un modèle unique, où tout le monde peut s'asseoir ensemble, il n'y a pas de voix comme ça qui est C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. C'est-à-dire, d'un côté, peut-être qu'on pourrait faire un mea culpa et dire on n'a pas assez su, etc. Et d'un autre côté, il n'y avait pas d'oreille attentive à ça. Il n'y avait pas d'oreille attentive. Si on n'a pas essayé, Je vais vous dire un truc qui est très iconoclaste, mais je suis obligé de le dire. Manitou se voit comme un disciple inconditionnel du Rav Tzvi Yehuda Kook.
du Rav Kook, des deux Rav Kook, mais il a étudié chez le Rav Yehuda. Ouais. La production écrite de Manitou, une Mechila, oui, elle est supérieure à mon avis à celle du Rav Yehuda. Le Rav Yehuda, sa force, c'est la façon qu'il a eu de porter la parole de son père. Le Rav Kook, le père, c'était un gaon comme on ne voit pas tous les jours, vraiment. Le Rav Yehuda, sa force, c'est d'avoir su porter cette parole. Il faut penser qu'à l'époque où le Rav Yehuda devient Rosh Merkaz Harav, il y a 15 étudiants là-dedans. Et c'est lui qui a su faire ce qu'il fallait pour que le Rav Kook prenne l'ampleur qu'il méritait d'avoir. C'est un petit peu, si vous voulez, la même chose que le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich. Le Baal Shem Tov, c'était celui qui a eu l'idée, mais celui qui arrive à organiser les communautés, à la fin, c'est le Maguid. Il n'a pas une production littéraire incroyable, le Maguid de Mezrich. Je ne pense pas lui faire de déshonneur au Maguid en disant ça, mais sa force, c'était d'organiser les communautés. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec le Rav Kook et le Rav Yehuda. Et Manitou, quelque part, en le présentant comme son maître, en ne pouvant pas dire « mais j'ai encore autre chose à apporter », à voix haute, on a dû rater un petit peu le fait qu'il y a encore d'autres choses chez vous en plus. Maintenant, c'est une opinion personnelle, approuvée, n'est pas facile à prouver, mais c'est mon sentiment. Et vous avez le Rav Cherki maintenant qui met les deux ensemble, Manitou et Rav Kook. C'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup d'élèves qui se réclament de Manitou. D'abord, il a été élève des deux vraiment, le Rav Cherki. Donc, il a toute légitimité à faire ça. Et ensuite, à mon sens, il a très bien écouté Manitou. Je l'écoute parler, le Rav Cherki. Il vient d'écrire un bouquin, La Sainteté. Il a écrit en hybride, il a présenté son livre La Sainteté et Nature. Et Nature. Voilà, Sainteté et Nature. Il a écrit en 2009, ça a été traduit en anglais, en français, ça vient de sortir Voilà, en français. oui, il a écrit en français. C'est absolument brillant. Je lui ai dit d'ailleurs. Il est brillant, le Rav Cherki, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Voilà, et ben, Vous nous avez quand même donné l'espoir. Non, vous nous avez quand même donné l'espoir. On essaie. Non, il faudrait quand même. Je pense que certains Israéliens, enfin, on parle avec les gens, ils sont curieux de savoir Il y a une recherche. quel était le modèle français finalement. Il y a une recherche. Le Rav Tzitruc a eu une participation à cette... Pas du tout. Non. Pas du tout. Il vient d'une autre tendance, c'est plus tard, etc. Ouais. Mais il était EI quand même. Il a viré sa critique. En quelque sorte. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, c'est un plaisir. Bon, on est un peu voilà, impressionnés de tout ça. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. S'il y a des gens qui T'auras, oui, bah, si les gens veulent, on leur donne. T'auras peut-être une influence avec le temps. Qui sait. En général, ceux qui écrivent des doctorats, ils n'ont pas d'influence. Ils sont lus par 5 personnes. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Mais bon, qui sait.